Partie 20 de l'art de vivre. La métacognition, conscience de soi et liberté intérieure. Penser n'a jamais suffi pour comprendre ce qui se joue en soi. Une idée peut traverser l'esprit avec force sans que l'on sache clairement d'où elle vient, ce qu'elle signifie ou comment elle influence nos décisions. La métacognition commence précisément là, dans cette capacité à se retourner vers sa propre activité mentale pour l'observer au lieu de la suivre aveuglément. L'être humain n'est pas seulement un producteur de pensée, il en est aussi le témoin possible. Et cette faculté, souvent discrète, modifie la nature même de la vie intérieure. On pourrait croire que voir apparaître une émotion, une opinion ou un jugement suffit pour comprendre ce qu'il représente. Or l'esprit fonctionne rarement de manière transparente. Une grande partie de ce qui oriente nos réactions demeure enfouie dans les automatismes acquis au fil des expériences. La métacognition agit alors comme une lumière qui éclaire ce qui se passe derrière le rideau. Ce n'est pas un savoir théorique, mais un acte de présence à ce que l'esprit fabrique instant après instant. C'est un geste intérieur qui interrompt l'élan automatique et pose une simple question: qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma pensée ? Les neurosciences montrent que ce geste d'auto-observation mobilise des zones cérébrales spécialisées dans le contrôle et l'ajustement volontaire. Lorsque la conscience porte son attention sur le flux mental, elle sollicite la mémoire de travail, la planification et la capacité d'inhiber une impulsion. Ce n'est pas seulement une intuition philosophique, c'est un phénomène mesurable. Le cerveau, en observant son propre fonctionnement, modifie ce fonctionnement. Il affine son tri entre ce qui est important et ce qui ne l'est pas, entre ce qui mérite d'être retenu et ce qui peut être laissé de côté. Cette boucle réflexive n'est pas un privilège réservé à quelques individus. Elle fait partie du potentiel général de la conscience humaine. Pourtant, elle n'est pas spontanée. La plupart du temps, les pensées se succèdent sans être examinées. Elles apparaissent, s'imposent, entraînent une réaction, puis disparaissent. Vivre en mode automatique est la norme. La métacognition introduit une alternative, elle donne la possibilité de s'arrêter, de prendre une photographie intérieure de ce qui se produit, et de s'interroger sur sa fiabilité. Non pas pour corriger tout en permanence, mais pour remettre une part de liberté là où l'habitude prendrait autrement toute la place. L'automatisme n'est pas un ennemi. Il est même indispensable. Sans lui, chaque geste simple exigerait un effort colossal. Mais lorsqu'il gouverne aussi les émotions, les interprétations et les jugements, il peut enfermer dans des répétitions dont on ne comprend plus l'origine. La métacognition introduit de la flexibilité. Elle transforme un mouvement automatique en décision consciente. Elle redonne une marge de manœuvre. Elle ne change pas les événements, mais elle change la manière de les habiter. Cette nuance est essentielle, car elle marque la frontière entre subir une pensée et en comprendre la mécanique. Penser une chose et se voir en train de la penser ne mènent pas au même endroit. Dans le premier cas, l'esprit suit son cours. Dans le second, il devient capable de discerner une impression d'un fait, une réaction d'un raisonnement. Cette distinction ouvre un espace intérieur où se logent la lucidité et la liberté. L'émotion peut surgir avec force, mais la conscience qui la reconnaît n'est plus complètement emportée par son élan. La métacognition crée un intervalle. Cet intervalle n'est pas une distance froide, mais un temps de respiration qui permet d'examiner ce qui traverse l'esprit sans s'y confondre. Cet espace mental joue un rôle déterminant dans la manière d'agir. Lorsqu'une colère apparaît, elle active des réseaux cérébraux liés à la défense et à la mobilisation. Le corps se contracte, le rythme cardiaque s'accélère, l'attention se focalise sur la menace perçue. Mais si, au même moment, la conscience nomme ce qui survient, le cortex préfrontal peut reprendre le relais. L'émotion ne disparaît pas, mais elle cesse d'être l'unique moteur de l'action. La simple reconnaissance verbale de l'état émotionnel modifie la dynamique physiologique. Ce mécanisme met en évidence une vérité simple: observer transforme. L'auto-observation n'est pas une condamnation morale de soi.
Elle ne consiste pas à se reprocher ce que l'on ressent, mais à reconnaître que chaque expérience intérieure a une structure et une fonction. Comprendre cette structure permet de savoir si elle correspond à la situation présente ou à une ancienne mémoire qui se réactive. Cette distinction évite les malentendus intérieurs. Elle permet de comprendre qu'une émotion forte ne signifie pas forcément un danger réel, et qu'une inquiétude persistante ne reflète pas toujours la réalité objective, mais parfois une habitude du système nerveux. Les études sur l'apprentissage montrent que cette capacité d'analyse de soi renforce la progression dans tous les domaines. Un individu qui se demande comment il apprend, pourquoi il se trompe et ce qui l'aide à comprendre avance plus vite qu'un individu qui ne s'intéresse qu'au résultat final. La métacognition transforme l'erreur en information. Elle transforme l'échec momentané en orientation. Elle permet d'ajuster non seulement l'objectif, mais surtout la manière d'y parvenir. C'est ce qui fait d'elle un outil fondamental pour l'autonomie intérieure. Cette intelligence réflexive n'est pas réservée aux moments exceptionnels. Elle se manifeste dans les gestes les plus simples. Relire une phrase dont le sens nous échappe. Se demander pourquoi une conversation nous a tendu. Examiner la cohérence d'une idée avant de la prendre pour vraie. Ce sont des actes minuscules, mais répétés au quotidien, ils modifient durablement la clarté mentale. La métacognition n'est pas une technique, c'est une manière d'être attentif. Elle s'apprend comme une hygiène, discrète et constante. L'attention que nous portons à notre propre pensée amplifie une capacité naturelle de l'esprit, l'autorégulation. L'esprit, lorsqu'il s'observe, n'est plus seulement un flux d'impressions, il devient une intelligence capable de se réajuster. Cette possibilité ne se réduit pas à un exercice intellectuel. Elle possède une dimension profondément émotionnelle. Les personnes qui identifient leurs schémas mentaux repèrent plus rapidement les interprétations exagérées, les anticipations anxieuses ou les comparaisons inutiles. Elles souffrent moins de rumination, car elles reconnaissent la mécanique en cours avant qu'elle ne se renforce. Observer une pensée sans s'y identifier ne supprime pas son contenu. Cela change sa place. Une pensée devient alors un objet de conscience et non un centre de gravité. Cette posture intérieure rend possible la compassion envers soi-même. On cesse de se confondre avec ses réactions. On comprend qu'un état mental n'est pas une vérité, mais une expérience passagère. Cette nuance, souvent invisible dans la vie quotidienne, transforme la relation que l'on entretient avec soi. La métacognition n'est ni une ascèse ni un renoncement. Elle s'inscrit dans les pratiques humaines les plus diverses. La méditation, certaines formes de thérapie ou l'apprentissage réflexif partagent ce même socle, voir ce qui se passe dans l'esprit au moment où cela se passe. Le fil conducteur est toujours le même. Il s'agit de rendre l'expérience intérieure observable, accessible, discutable. Cette accessibilité transforme l'esprit en terrain de compréhension plutôt qu'en champ de bataille. Dans cette rencontre de la conscience avec elle-même se déploie une forme singulière de liberté. Non pas la liberté abstraite de pouvoir tout choisir, mais celle plus concrète de choisir sa réponse. Entre l'émotion et l'action existe un court instant, souvent imperceptible, où la conscience peut apparaître. La métacognition amplifie cet instant. Elle lui donne un contour. Elle en fait un espace où la réaction brute peut devenir une décision. C'est dans cet interstice, ce passage infime entre le ressenti et le geste, que se joue la dignité de l'esprit humain. Lorsque l'on observe la pensée en train de se déployer, on découvre qu'elle n'est jamais isolée. Elle s'accompagne de sensations corporelles, de tendances à agir, d'images mentales fugaces, de micro-jugements qui précèdent parfois même l'apparition des mots. La métacognition n'est pas une activité détachée de ces phénomènes. Elle en fait partie intégrante, car elle consiste justement à percevoir ce tissu intérieur, à reconnaître les liens invisibles entre ce qu'on ressent, ce qu'on interprète et ce qu'on s'apprête à faire. Cette reconnaissance modifie la manière dont le vécu s'organise. Elle ralentit ce qui se précipitait, elle éclaire ce qui se mélangeait, elle hiérarchise ce qui semblait confus.
La capacité de distinguer ses propres états mentaux crée une forme de stabilité qui ne dépend plus uniquement des circonstances extérieures. Dans un environnement chaotique, l'esprit peut maintenir une cohérence interne en observant sa manière de réagir. Cette cohérence n'est pas une rigidité, c'est une souplesse qui s'ajuste selon les besoins. Lorsqu'une situation exige de l'affirmation, la métacognition aide à reconnaître la montée de tension et à la canaliser. Lorsqu'elle demande au contraire du recul, elle permet d'identifier l'impulsion de réagir trop vite. Dans les deux cas, elle redirige l'énergie mentale au lieu de la subir. Cette dynamique est particulièrement visible dans les interactions humaines. Une conversation peut rapidement déclencher des interprétations automatiques, des souvenirs d'expériences passées ou des réactions défensives qui n'ont rien à voir avec la situation présente. La métacognition permet de reconnaître ces mouvements internes au moment où ils apparaissent. Elle offre un espace pour comprendre que l'on réagit peut-être davantage à une représentation intérieure qu'à la réalité de l'échange. En prenant conscience de cette nuance, la communication devient plus juste et moins chargée d'attentes implicites. Elle gagne en précision et en honnêteté, non par contrainte morale, mais par clarification de ce qui se joue vraiment dans l'esprit. Ce principe s'étend également au domaine de la motivation et du découragement. Souvent, on croit manquer de volonté alors qu'on manque surtout de visibilité sur ce qui se produit en soi. La motivation n'est pas un élan continu, elle fluctue selon la manière dont le cerveau interprète les obstacles. Si l'on observe ces interprétations, on découvre que ce qui semblait insurmontable est parfois simplement une anticipation négative, une mémoire d'échec, ou une comparaison implicite. Reconnaître ces éléments permet de réorienter l'effort sans se laisser envahir par l'impression première. La métacognition transforme la motivation en un processus régulé plutôt qu'en une force mystérieuse et inégale. Cette lucidité sur les mécanismes internes se retrouve dans la façon dont nous évaluons nos capacités. L'être humain sous-estime souvent ce qu'il peut accomplir lorsqu'il se focalise sur la difficulté brute d'une tâche. Mais lorsqu'il analyse sa propre démarche, il identifie ce qui fonctionne déjà, ce qui doit être révisé, et ce qui peut être adapté. Cette auto-analyse transforme la perception de la difficulté. Elle la relativise. Elle la divise en étapes compréhensibles. Elle permet de distinguer la complexité objective d'un problème de la confusion subjective que l'on ressent face à ce problème. Cette distinction écarte une grande partie de l'auto-dévalorisation, qui vient moins des faits que d'une lecture immédiate et non examinée. La métacognition renforce également la capacité à apprendre de manière durable. Les systèmes cognitifs ne retiennent pas seulement les résultats, ils retiennent surtout les démarches efficaces. En prenant conscience de la manière dont on progresse, on solidifie les circuits neuronaux responsables de cette progression. Le cerveau reconnaît ce qui a produit l'amélioration et renforce ses stratégies. Cette consolidation transforme la compréhension en compétence. Elle explique pourquoi les personnes habituées à s'observer apprennent souvent plus vite que celles qui se concentrent uniquement sur les conclusions à atteindre. Elles deviennent capables d'adapter leur manière de penser, pas seulement leur manière d'agir. Cette capacité de recul mental se manifeste aussi dans les périodes d'incertitude. L'incertitude n'est pas seulement l'absence d'information, c'est un état émotionnel, souvent associé à la peur de l'erreur ou à la crainte du regret. Sans métacognition, cette peur colore les décisions et les rend plus impulsives. Avec l'auto-observation, on identifie d'où vient la tension. On distingue ce qui relève du contexte réel et ce qui relève des anticipations internes. Ce travail de clarification intérieure n'élimine pas l'incertitude, mais il en réduit l'impact émotionnel. On ne cherche plus à supprimer le doute, on apprend à naviguer à l'intérieur. La relation entre la métacognition et les émotions est particulièrement profonde. Une émotion n'est pas seulement une réaction, c'est une interprétation somatique du monde. Elle organise la perception, oriente l'attention et prépare le corps à l'action. Lorsqu'on s'observe en train de ressentir, cette organisation interne devient visible.
On remarque les tensions musculaires, les pensées rapides, le resserrement de la respiration. On découvre que l'émotion est un ensemble de phénomènes coordonnés et non une entité unique et opaque. Cette connaissance pratique transforme la manière de vivre l'émotion. Elle n'est plus un bloc indistinct, elle devient une dynamique que l'on peut accompagner. Ce regard intérieur a une autre conséquence essentielle, il réduit la fusion entre soi et l'émotion. Sans recul, on croit être sa colère, être sa peur, être sa tristesse. Avec la métacognition, on découvre que l'émotion est un mouvement passager qui s'épuise lorsqu'il n'est plus alimenté par des interprétations automatiques. Cette distance n'engendre pas l'indifférence. Elle donne la possibilité d'agir sans se perdre. Elle rend possible la bienveillance envers soi-même. On cesse de s'accuser d'avoir ressenti, on apprend à comprendre ce ressenti. L'auto-observation crée ainsi un équilibre entre l'intériorité et l'action. Elle donne du poids à la lucidité sans paralyser le mouvement. L'esprit n'a pas besoin d'être parfaitement calme pour être conscient. Il suffit qu'il dispose d'un point d'appui, un lieu intérieur d'où observer ce qui se joue. Ce point d'appui ne demande pas une technique précise. Il exige simplement un geste attentif et répétitif, une habitude de se poser la question essentielle, qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon esprit, maintenant? Au fil du temps, cette question façonne une stabilité intérieure qui ne dépend pas du contrôle absolu de soi, mais de la clarté. Cette clarté ne résout pas tout, mais elle réduit la confusion. Elle n'efface pas les émotions, mais elle les rend plus lisibles. Elle n'empêche pas les erreurs, mais elle permet de les reconnaître sans se condamner. La métacognition devient alors une manière de vivre, une forme de conscience qui accompagne chaque geste, chaque interaction, chaque décision. Elle se développe comme s'aiguise un sens. D'abord fragile, presque invisible, puis progressivement plus stable, plus réactive, plus disponible. À mesure qu'elle s'installe, elle transforme la relation que l'on entretient avec soi-même. Elle rend possible une vie intérieure moins subie et plus choisie. Elle redonne du souffle aux situations tendues, du discernement aux moments rapides, de la profondeur aux instants ordinaires. Aucun esprit n'est parfaitement transparent à lui-même, mais chaque esprit peut apprendre à devenir plus lisible. Et dans ce mouvement de lucidité croissante, une forme de liberté se construit, non par l'abolition des contraintes, mais par la maîtrise de la manière d'y répondre. Cette liberté n'est pas spectaculaire. Elle se révèle dans des gestes simples, une respiration plus lente, une parole retenue, une réflexion approfondie, un choix assumé. À mesure que la conscience devient capable de se regarder fonctionner, elle découvre que les pensées ne sont pas des réalités fixes, mais des événements. Elles apparaissent, se modifient, se dissipent. Elles suivent parfois un fil logique, d'autres fois une simple association. Elles naissent d'une perception présente, d'une mémoire ancienne, d'un état émotionnel, ou d'une attente souvent invisible. Cette fluidité montre que les pensées ne sont pas la totalité du soi, mais seulement une partie du mouvement intérieur. La métacognition révèle cette impermanence. Elle permet de voir qu'une idée intense ne doit pas forcément être crue, qu'une inquiétude forte ne doit pas forcément être suivie, qu'un jugement sévère ne reflète pas toujours la réalité. Cette compréhension modifie profondément la manière dont l'esprit se stabilise. L'être humain se sent souvent submergé non pas par ce qu'il vit, mais par la façon dont il interprète ce qu'il vit. En reconnaissant la nature transitoire de ses pensées, il évite de leur donner un statut définitif. Ce recul n'efface pas la douleur d'un moment difficile, mais il évite qu'elle devienne un récit permanent. Il ne supprime pas l'inquiétude, mais il empêche qu'elle se transforme en destinée. Il permet de distinguer l'expérience de l'interprétation, ce qui constitue l'un des fondements de la liberté intérieure. Cette liberté ne prend pas la forme d'une indépendance absolue. Elle ressemble plutôt à une souplesse intérieure. L'esprit devient capable de se réorienter. Il voit venir les dérives avant qu'elles ne s'installent. Il remarque la montée d'une rigidité, la présence d'un préjugé, l'apparition d'une défense automatique.
Il ne s'agit jamais de se censurer, mais de reconnaître ce qui est en train de se passer. Cette reconnaissance dissipe l'emprise. Elle donne la possibilité de choisir une autre direction, de respirer au lieu de réagir, d'écouter au lieu de présupposer. Ce choix constitue peut-être la forme la plus concrète de maturité. La métacognition invite aussi à reconnaître la pluralité intérieure. L'esprit n'est pas une voix unique, mais un ensemble de tendances qui cohabitent. Certaines cherchent à protéger, d'autres à comprendre, d'autres encore à anticiper, à éviter, à affirmer ou à plaire. Ces dynamiques coexistent, parfois harmonieusement, parfois en tension. L'auto-observation révèle cette pluralité en montrant que l'on peut ressentir simultanément plusieurs impulsions contradictoires. Cette découverte n'est pas une faiblesse. Elle montre que l'être humain est un organisme complexe, capable d'intégrer différents élans. La métacognition permet de naviguer entre ces élans sans s'y perdre. Cette navigation intérieure améliore la qualité du jugement. Un esprit qui se regarde penser devient plus prudent, non par timidité, mais par profondeur. Il reconnaît la part d'incertitude inhérente à toute décision importante. Il sait que l'émotion du moment peut influencer l'analyse, que la mémoire peut amplifier ou atténuer les faits. Cette lucidité n'aboutit pas à une paralysie. Elle produit au contraire un jugement plus stable, fondé sur l'examen et non sur l'impulsion. Elle donne du poids aux raisons, et non au seul élan émotionnel. Elle ancre la pensée dans une forme de patience intérieure. Cette patience se manifeste surtout dans les moments où la vie impose un rythme rapide. Dans ces circonstances, l'esprit est tenté de répondre immédiatement. La métacognition introduit un délai. Ce délai peut durer une seconde ou moins, mais il suffit pour créer un espace. Cet espace donne accès à une parole plus juste, à un geste plus réfléchi, à une décision plus cohérente. Il n'apparaît pas par hasard, il se construit par la pratique répétée de l'auto-observation. À force de repérer ce qui se passe en soi, la conscience devient plus rapide que l'impulsion. L'esprit voit venir la réaction avant qu'elle ne s'impose. Cet instant de clarté change le cours des interactions, même lorsqu'il ne dure qu'une fraction de seconde. Cette clarté offre aussi une manière plus apaisée de se rapporter aux pensées difficiles. Lorsqu'un esprit n'a pas été entraîné à se regarder, il confond sa valeur avec ses contenus mentaux. Une pensée négative devient une identité. Une inquiétude devient une vérité. Un souvenir difficile devient une prédiction. Avec la métacognition, cette confusion s'atténue. La pensée difficile reste présente, mais elle perd sa domination. Elle devient un phénomène à examiner, non un verdict sur soi. Cette transformation apaise une grande partie des souffrances psychologiques, non parce qu'elle supprime la douleur, mais parce qu'elle change la manière de la recevoir. Cette réception intérieure s'étend naturellement aux émotions. Lorsque la conscience accompagne une émotion au moment où elle apparaît, elle en modifie le déroulement. L'émotion se déploie dans un espace ouvert, non dans un espace étroit. Le corps respire mieux. Le regard intérieur devient plus stable. L'esprit ne cherche pas à étouffer ce qu'il ressent, mais il ne se laisse plus entièrement gouverner par la vague émotionnelle. Cette relation équilibrée entre la conscience et l'émotion constitue l'une des formes les plus simples de la sagesse humaine. Ce n'est pas un état permanent, mais une manière d'habiter les variations de l'existence. La métacognition, lorsqu'elle devient une habitude, transforme la vision que l'on a de soi. Elle révèle que l'identité n'est pas un bloc figé, mais un processus en mouvement. On découvre que la manière de penser peut changer, que les schémas peuvent s'assouplir, que les habitudes peuvent être révisées. Cette découverte nourrit un sentiment de capacité personnelle. Elle montre que l'être humain peut s'améliorer non par des décisions spectaculaires, mais par une attention régulière à ce qui se passe en lui. Elle redonne du pouvoir là où l'on croyait être impuissant. Ce pouvoir ne consiste pas à tout contrôler. Il consiste à comprendre ce que l'on vit. Cette compréhension offre un enracinement.
Elle permet d'aborder les difficultés avec plus de stabilité, les réussites avec plus de discernement, les relations avec plus de présence. Elle rend possible une vie intérieure moins agitée et plus cohérente. Elle ne promet pas un esprit parfaitement apaisé, mais un esprit capable de se reconnaître même dans le tumulte. Dans ce mouvement de reconnaissance de soi, la liberté intérieure se clarifie. Elle ne dépend plus des circonstances, des opinions extérieures, ni même de l'humeur du jour. Elle vient de cette capacité à se situer par rapport à ce qui nous traverse, à accueillir ce qui apparaît sans s'y confondre, à répondre avec discernement. Cette liberté n'est pas spectaculaire, elle devient visible dans des choses infimes, un silence choisi, une réaction calmée, un choix assumé, un recul préservé. Lorsque la conscience apprend à se regarder, elle découvre que la vie intérieure n'est pas un espace obscur, mais un terrain où peut naître la lucidité. Et cette lucidité ouvre naturellement vers ce qui attend l'esprit au-delà de lui-même, vers ce qui le relie aux autres, vers ce qu'il construit dans le monde relationnel. Car la métacognition éclaire d'abord le rapport que l'on a à soi, mais elle prépare aussi la qualité du lien avec autrui, et c'est là où commence la partie 21, la nature relationnelle de l'humain.